Bonjour à tous, nous sommes vendredi, merci de votre présence. Direction la Tunisie où s'ouvre aujourd'hui la rencontre relative à l'adoption de la nouvelle constitution. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, prend part à cette rencontre. En marge du sommet, le chef de l'État va rencontrer son homologue Monsef Marzouki. Les deux personnalités vont échanger sur certaines préoccupations du moment, notamment l'insécurité de la crise au nord du Mali. Nos envoyés spéciaux à Tunis sont Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. C'est un ballet des chefs d'État qu'on a assisté ce jeudi à l'aéroport présidentiel du Carthage de la Tunisie. Après Idriss Déby Itno du Tchad, Alpha Condé de la Guinée-Conakry et Macky Sall du Sénégal, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à 17h47 locales. Comme les autres chefs d'État, il a été accueilli par son homologue tunisien Monsef Marzouki. Après la traditionnelle bienvenue, place à l'exécution des hymnes nationaux. Au total, une dizaine de chefs d'État, dont le président français François Hollande et le roi du Maroc Mohamed VI, ont participé ce vendredi à une cérémonie appelée ici la fête de la démocratie. Elle fait suite à l'adoption par la Tunisie d'une nouvelle constitution, une avancée démocratique saluée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis très heureux de me retrouver à Tunis sur l'invitation de mon frère Monsef Marzouki et de participer avec le peuple tunisien à cette belle fête de la démocratie. Mon pays sort d'une transition, je sais ce que c'est qu'une transition, et l'exercice fabuleux que vous avez réussi, de manière consensuelle, une constitution consensuelle, est un exemple, un bel exemple. Et je ne peux pas être absent de cette belle fête de la démocratie. Je suis heureux que mon frère Monsef m'y ait convié. Et je suis donc là avec le plus grand plaisir, vous le voyez, vous le lisez sur mon visage. Auparavant, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait salué ses compatriotes venus nombreux l'accueillir et l'encourager dans ses efforts en faveur de la paix et de l'unité nationale. Comme les Maliens résidant en Tunisie, les ressortissants gabonais ont également acclamé les chefs de l'État. Au cours de son séjour, le président Keïta doit s'entretenir avec son homologue Monsef Marzouki autour des sujets d'intérêt commun, tels la sécurité et l'économie. Toujours avec le président de la République avant son envol pour Tunis, il avait reçu en audience le ministre allemand de la Défense en visite au Mali. Madame Ursula est venue annoncer à notre chef d'État que son pays comptait renforcer davantage sa coopération avec le Mali, notamment dans le domaine de la défense. Jessira Dameli, compte rendu. Cette visite a permis à la ministre allemande de la Défense d'avoir des échanges directs avec son homologue malien, puis avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Juste après, Mme Ursula von der Leyen a annoncé le renforcement de la déjà bonne coopération germano-malienne. La coopération est tellement bonne, non seulement la coopération militaire, mais aussi la coopération civile qu'on a ici. Nous avons un très grand respect pour la façon dans laquelle le peuple malien reconstruit sa jeune démocratie et nous voulons intensifier le travail ensemble, la coopération pour la formation qui a été traditionnelle, très forte entre l'Allemagne et le Mali. Nous sommes ici avec les Nations Unies, mais notre spécialité, c'est augmenter la formation dans ce pays. L'Allemagne est le premier pays à avoir reconnu le Mali indépendant. Elle est déjà présente à Koulikoro dans le cadre de la formation des soldats maliens par la mission de formation de l'Union européenne. Cette visite confirme donc l'excellence des relations et la volonté des deux parties de consolider et de diversifier la coopération bilatérale. Au plan bilatéral d'abord, en consolidant ce que nous faisions déjà avant, en particulier dans le domaine du génie, mais qui va d'abord se traduire par le retour à nos côtés de la mission de coopération allemande qui était là et qui nous appuyait à la fois dans le domaine en tant que conseil,
à la fois dans le domaine de la formation. Nous allons aussi poursuivre notre coopération à travers le UTM, au sein de laquelle les instructeurs allemands jouent un rôle essentiel aux côtés des autres instructeurs. Par rapport à la situation à Kidal, la position de l'Allemagne, selon la ministre, renvoie à un Mali capable d'assurer sa propre sécurité, mais aussi au désarmement des groupes armés et à la réconciliation. Qu'il est nécessaire que le Mali soi-même soit capable de rassurer la sécurité dans ce pays. Et nous sommes très impressionnés de la façon de laquelle le président et son cabinet sont en train de réunir ce pays et tous les groupes qui sont dans ce pays, de les désarmer non seulement, mais aussi d'avoir une réconciliation qui est nécessaire. Selon le ministre malien de la Défense, la coopération avec l'Allemagne va aider notre pays à reconstruire son outil militaire. Celui-ci doit être capable de garantir la souveraineté de l'État malien et de contribuer à la stabilité régionale et internationale. Dresser le bilan comparatif des stratégies existantes afin de contribuer à une meilleure coordination des efforts internationaux au Sahel. Tel était l'objectif d'une réunion de haut niveau tenue hier à Bruxelles. La rencontre a été présidée par notre Premier ministre Oumar Tatamli. Les détails avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré et Tchédje Kamara. Cette réunion de haut niveau sur le Sahel qui intervient 3 mois après la tenue de la réunion ministérielle de Bamako du 5 novembre dernier se fixe comme objectif de dresser un bilan comparatif des stratégies existantes afin de contribuer à une meilleure coordination des efforts internationaux au Sahel. Pour parvenir à cet objectif, des partenaires comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union africaine et la Banque islamique de développement se sont engagés à aider les pays concernés par la question. Pour le Premier ministre Oumar Tatamli, les multiples défis auxquels les États du Sahel sont confrontés sont de nature transnationale et pour ce faire, les réponses se doivent conséquemment d'être globales, concertée et coordonnée. Le chef du gouvernement a également rappelé l'urgence de faire du Sahel un espace de coprospérité économique et sociale adossé à une zone de paix et de sécurité renforcée. Rappelons enfin que c'est le Mali qui assure la présidence de la plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Les travaux de la conférence sur comment mieux contrer la propagation de l'idéologie islamiste en Afrique de l'Ouest se poursuivent ici à Bamako. Ouverte hier dans notre capitale, les participants de la dite rencontre veulent trouver des stratégies pour une paix durable et une sécurité des populations de la sous-région. C'est ce que nous dit Isaac Tchenou. Notre sous-région ouest-africaine est aujourd'hui minée d'islamisme violent. Cette conférence sous-régionale sur comment mieux contrer la propagation de l'idéologie islamiste en Afrique de l'Ouest en particulier mérite une adhésion de tous. Au cœur des problèmes de sécurité et de l'unité nationale, il nous semble exister une autre dimension à laquelle la présente conférence va être dévouée. Toute instabilité nationale et tout problème sociopolitique se présentent comme un terreau fertile à toute forme de radicalisme religieux. La sous-région demeure fortement sécuée par la propagation de l'idéologie islamiste et l'avancée de l'extrémisme violent, l'exclusion sociale, la pauvreté, le chômage des jeunes et les conditions socio-économiques difficiles sont les raisons principales à l'origine de cet extrémisme. Le choix du Mali pour abriter une telle conférence ne peut qu'être salutaire pour les autorités du pays. Avec l'islam comme religion où le besoin fondamental est là avec la paupérisation des peuples, alors donc, c'est les partenaires, les sources de revenus, de financement des groupes, des milieux d'enseignement religieux qui sont donc devenus les tyrans et les tenants des ficelles de la religion islamique dans nos États. Il faudrait que dans vos résolutions, vous osez interpeller nos États à instruire l'éducation religieuse. Cette rencontre de 2 jours regroupe des responsables religieux, de la sécurité, de la société civile et des élus des pays de l'Afrique de l'Ouest.
Célébration hier de la Journée internationale de lutte contre l'excision. Pour cette édition, l'accent est mis sur le rôle des communautés dans la promotion de l'abandon de la pratique. Et justement, le thème national est retenu cette année est tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Les communautés s'engagent. Ramada Konaté, les détails. L'édition 2014 de la Journée internationale de lutte contre l'excision enregistre une bonne nouvelle. Nous, représentants de 14 communautés, Imadjo, commune 6 du district de Bamako, réunis ce jeudi 6 février, prenons l'engagement solennel en toute connaissance de cause d'abandonner la pratique de l'excision, des mariages précoces et forcer des filles au sein de nos communautés. C'est la première déclaration publique d'abandon à Bamako. Elle porte ainsi à plus de 800 le nombre de villages ayant dit non à cette pratique traditionnelle. À cela s'ajoute la prise en charge des centaines de femmes victimes des complications liées à l'excision. Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à des méthodes utilisées. Les stratégies sont entre autres la communication pour le changement de comportement, le renforcement des capacités des intervenants, la prise en charge intégrée des victimes de complications liées au MGF excision et leur réinsertion socio-économique. Malgré ces efforts, le phénomène persiste. C'est pourquoi cette année, les regards sont braqués sur les communautés en vue de l'abandon de l'excision. Il s'agissait, à travers les activités organisées, d'attirer l'attention des uns et des autres sur les conséquences de la pratique. Environ 30% des femmes excisées développent une complication au cours de leur vie. La pratique de l'excision constitue une grave violation des droits humains. À titre de rappel, les Nations Unies ont adopté en 2012 la résolution 67-146. Cette résolution invite les pays membres à voter une loi interdisant l'excision. Pour sa part, le Mali est encore dans la phase de sensibilisation avant de passer au vote. Sur un tout autre registre, l'Institut des finances Samake Mohamed vient de former 30 personnes au mécanisme de base en matière de finances. Ceci afin de leur permettre d'être plus efficaces et compétitifs sur le marché de l'emploi. Batraoré, reportage. Les cadres des entreprises privées ou publiques sont souvent confrontés à des difficultés liées au mécanisme des bénéfices et impôts. C'est pour répondre à ces inquiétudes que la session de formation était organisée. 4 jours durant, les participants, soit des étudiants ou cadres des entreprises publiques ou privées, ont été édifiés sur plusieurs points obscurs. Nous avons travaillé d'abord sur l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, qui est un impôt direct assis sur le revenu. Et après l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c'était la patente. Et on a remarqué que dans l'application, les entreprises et même certains professionnels ont du mal à les pratiquer. Donc c'est important pour nous de développer certains aspects quant à ces catégories d'impôts. Moi, quand même, c'est vraiment un moyen de renforcement des capacités. Ici, on a appris pas mal de choses sur l'impôt sur le bénéfice, la fiscalité en quelques mots. L'Institut des finances Samake Mohamed, initiateur de la formation, entend ainsi participer au développement économique du Mali. Le premier objectif, c'est de faire connaître l'Institut, puisque c'est une formation gratuite, donc pour 4 jours, pour des personnes qui veulent renforcer leurs capacités au niveau de la fiscalité de manière générale. Et c'est montrer aussi la disponibilité de l'Institut pour apporter sa pierre dans la contribution dans l'édification de l'édifice de la société malienne. Des attestations de participation ont été décernées aux participants à l'issue de la formation. Partons au Niger où le bras de fer se poursuit entre les autorités du pays et le groupe Areva. Ils étaient plusieurs centaines de personnes à manifester jeudi à Niamey contre le géant du nucléaire français. Le groupe Areva est accusé d'extraire de l'uranium dans le nord du Niger au mépris des lois nationales. Des centaines de personnes rassemblées place de la concertation à Niamey. Autour de leur cou ou sur leur tête, des foulards de couleur jaune, la couleur du yellow cake, la poudre d'uranium extraite dans les mines d'Areva dans le nord du Niger. C'est en l'espace d'un mois le deuxième rassemblement contre le géant du nucléaire français.
Les protestataires demandent l'application pure et simple du code minier adopté en 2006. Nous demandons que l'État nigérien applique cette loi sur Areva. Areva dit net que le prix de l'uranium a baissé. Mais Areva a oublié que pendant plusieurs années, elle a exploité l'uranium nigérien qu'elle payait à vil prix. Noël Mamère qualifie de choquante l'attitude de la société Areva vis-à-vis de l'État du Niger. Le député écologiste parle même de comportement au parfum colonial. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers dans les indices de développement. Le gouvernement français, pour sa part, juge légitimes les demandes des Nigériens. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour faire réussir les négociations en cours entre la société Areva et l'État du Niger. Ce gouvernement souhaite que le nouvel équilibre qui sera trouvé soit compatible avec le développement du Niger, qui est conforme à notre intérêt. L'entreprise Areva a repris samedi l'exploitation des 2 mines dont les contrats doivent être renouvelés. Si à l'issue des discussions, le gouvernement du Niger parvient à faire plier le géant du nucléaire français, le taux de redevance minière de l'État nigérien passera à 12% de la valeur des ressources extraites contre 5,5% actuellement. Et du théâtre dans cette édition. Je vous amène sur les berges du fleuve Djoliba, côté Palais de la Culture de Bamako. C'est en effet là où la pièce de théâtre Tête d'or a été jouée. Mise en scène par Jean-Claude Fall, le spectacle est inspiré de l'œuvre littéraire du français Paul Claudel, apparu en 1890. Les histoires, celles d'Alexandre le Grand, de Jules César ou de Pizarro, voilà la composition de cette pièce. Pour les explications, suivons Modibo Soari. Spectacle itinérant en extérieur où chaque scène est jouée dans 3 espaces différents. Cette pièce baptisée Tête d'or est le résultat de 2 mois de résidence à Bamako d'artistes maliens, 12 comédiens, 2 choristes et un flûtiste. Ce sont les valeurs morales, les codes d'organisation sociétale de cette œuvre d'aventure, notamment la nature des rapports hommes-femmes, la place de la guerre et autres faits de société qui ont motivé Jean-Claude Fall à monter ce spectacle, une première au Mali. C'est une pièce que je connais depuis maintenant 15 ans, 20 ans, et j'ai toujours pensé qu'il fallait la faire en Afrique. Les circonstances ont fait que je ne l'ai pas faite. J'attendais le bon moment. Puis ma fille est venue s'installer ici au Mali. Je suis venu lui rendre visite. J'ai rencontré les gens du Blomba. On a beaucoup sympathisé. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça. La pièce intitulée Tête d'or, incarnée par Ramsès, est l'histoire d'un desperado qui son orgueil fou conduit à prendre le pouvoir par la violence et à s'affranchir de toutes les lois humaines. C'est aussi l'histoire du combat entre l'espérance et le désespoir, entre la tentation du pouvoir absolu et la foi dans la fraternité humaine. C'est une nouvelle expérience que j'acquiers parce que c'est la première fois, ça fait 4 ans que je fais du théâtre, mais c'est la première fois que je fais du théâtre à l'extérieur. On a même demandé des enfants l'autre fois que c'était quoi ce qu'on jouait ici. Ils nous ont dit non, c'est pas du théâtre, c'est un film. Donc c'est une expérience que j'acquiers de plus dans ma petite carrière de comédien. Oui. Dans la pièce Tête d'or, revendique évidemment le pouvoir, tue l'ancien roi et met au défi les opposants de se mettre sur son chemin. Le metteur en scène Jean-Claude Fall, il a actualisé la pièce et la pièce, on s'est retrouvés nous dans la pièce. Nous les Maliens, donc la pièce elle est devenue universelle, donc ça m'a inspiré et je me suis retrouvée dedans. À l'issue de la représentation, le personnage principal de la pièce Tête d'or a tout perdu. Femme, parents, maison et autres attaches. Au finish, le despote entraînera tout sur son mode vers la destruction et la mort. Bref, une histoire qui nous interpelle tous. Pour moi, c'est une pièce qui a un peu il y a 2 éléments. Le premier, il y a une ressemblance. On a une espèce d'état qui ne fonctionne pas bien, qui est verbeux, où les mots remplacent les faits, etc. Et une personnalité arrive, fait un coup d'état, prend le pouvoir. C'est des choses qui existent ici en Afrique. Le spectacle théâtral hors du commun sera représenté encore ce vendredi et samedi soir au Palais de la Culture de Bamako sur les berges du fleuve Djoliba. Voilà, vous êtes invités. Nous sommes à la fin de ce journal. Ce soir est retrouvé Aoué Touré. Quant à moi, je me ferai le plaisir de vous présenter le trésor de demain. Merci à vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire et bon appétit.